Salam alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. L'affaire Christophe Glaise avait tout pour révéler la force et l'indépendance de la presse algérienne. Elle avait tout pour démontrer qu'un journal peut éclairer, questionner et mettre en perspective, même face à la pression diplomatique ou aux sensibilités nationales. Pourtant, le Soir d'Algérie et El Khabar ont choisi la voie facile, celle du réflexe patriotique, de l'indignation immédiate et du récit manichéen. Au lieu de décrypter les enjeux judiciaires, de rappeler la nécessité d'un procès équitable ou de questionner l'application des lois antiterroristes, les deux quotidiens ont transformé le dossier en un duel symbolique entre Alger et Paris. Toute critique étrangère est assimilée à une provocation. Toute question sur le fonctionnement de la justice est évacuée. Le résultat est dramatique, la nuance a disparu, remplacée par la colère, le slogan et la posture nationaliste. Cette approche est dangereuse. Elle réduit la presse à un rôle d'écho. Elle fragilise la crédibilité des institutions et elle nourrit la méfiance à l'égard de la justice. Plus grave encore, elle contribue à polariser les relations algéro-françaises en transformant un dossier judiciaire en enjeu diplomatique et identitaire. Un journal digne de son nom n'est pas un drapeau. Il ne se limite pas à légitimer l'État ou à amplifier l'émotion populaire. Il questionne, il critique, il éclaire. Il rappelle que la souveraineté n'est jamais un prétexte pour étouffer le débat ou réduire au silence la liberté de la presse. Le Soir d'Algérie et El Khabar doivent retrouver cette audace critique. Ils doivent cesser de transformer chaque affaire sensible en symbole patriotique et redevenir ce contre-pouvoir capable d'éclairer la société, même lorsque les vérités qu'ils mettent en lumière dérangent. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Entre indignation et aveuglement quand le Soir d'Algérie et El Khabar abandonnent la nuance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce soir Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis la France, via Skype, je pense, non, par téléphone. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Non, pas encore, Maître Issa Rahmoun. On aura aussi le plaisir d'accueillir ce soir avec nous, ce soir donc, dans cette émission, M. Jamel Gessoum, analyste politique, spécialiste donc des relations internationales. Il est avec nous depuis Alger, via Skype. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamel. Bonsoir Sénas, merci pour l'invitation et je suis en direct de El Oued, peut-être dans quelques jours à Alger, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Jamel Gessoum. On aura aussi Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique. Elle sera avec nous depuis Paris, donc par téléphone. Avant de commencer cette émission avec nos invités, d'abord on va commencer, comme d'habitude, avec les titres de journaux. Avant donc de rentrer dans le vif des sujets de ce soir, d'abord on va commencer avec le journal Al-Khabar. Le journal Al-Khabar, donc, dans sa page 1, donc la une, comme vous êtes en train de le voir, عندما ترفع باريس شعار النفاق من الدفاع عن صحفي ممول من حركة الماك إلى تجاهل إرهابها. Donc, الخبر a tapé fort. Donc, عندما ترفع باريس شعار النفاق. Le soir d'Algérie
justice française quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie. Donc vous êtes en train de voir le titre, mais aussi dans l'article de ce titre, de ce journal, on peut lire aussi, donc la France vient une fois de plus de se ridiculiser en prétendant donner des leçons de justice à l'Algérie. A écrit donc le journal Le Soir d'Algérie. L'Express, journal français. Algérie, pourquoi Christophe Glaise est plus difficile à faire libérer que Boualem Sansal. Donc, la libération de l'écrivain a pu faire croire à une embellie des relations France-Algérie, pas suffisant pour obtenir gain de cause en faveur du journaliste sportif. A écrit donc le journal L'Express. Et on termine avec Philosophie Magazine. Emmanuel Daoud, donc avocat de Christophe Glaise. Quelle est donc la force de l'État algérien pour avoir peur d'un journaliste spécialisé dans le ballon rond? Point d'interrogation. Donc, voilà les titres d'aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si on a Maître Issa Rahmoun avec nous. Ah, Maître Issa Rahmoun nous a rejoint. Donc, je rappelle, avocat et vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis la France. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. On va revenir d'abord sur les titres donc du journal Le Soir d'Algérie, mais aussi d'Al-Khabar. Avant de vous montrer une deuxième fois donc, ces titres, on va écouter dans ce passage le président français Emmanuel Macron. La très grande préoccupation avec laquelle nous avons pris connaissance du jugement. Il est excessif et il est injuste. Monsieur Glaise, d'ailleurs, a eu l'occasion de s'exprimer, de se défendre, et je souhaite vraiment que les autorités algériennes entendent ce qui a été dit par celui-ci, sa famille, et ce que nous disons aussi aujourd'hui de la nécessité de trouver un chemin à cette situation, de lui permettre de rentrer en France. Et nous agirons comme on l'a fait, avec aussi respect, engagement, et dans un cadre qui n'est pas celui de déclaration médiatique, mais pour trouver des voies et des solutions. Mais j'ai été vraiment extrêmement touché par ce jugement, pour lui, pour sa famille, pour l'ensemble de la profession, et je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé. Donc il faut absolument qu'on trouve une issue favorable. Voilà, donc Emmanuel Macron, après donc, la condamnation du journaliste français Christophe Glaise. Dr Amira Bouraoui nous a rejoint aussi. Je rappelle, Dr Amira Bouraoui est médecin et militante politique. Elle est avec nous aussi depuis la France par téléphone. Dr Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et merci pour votre invitation. Bonsoir à vos invités. Merci beaucoup, Dr Amira Bouraoui. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et on va commencer avec vous, Dr Amira Bouraoui. On vient juste d'entendre donc, le président français Emmanuel Macron qui a réagi à la condamnation du journaliste Christophe Glaise à 7 ans de prison ferme, on appelle. Quelle est votre réaction quand on lit les titres des journaux algériens aujourd'hui, le journal Khabar, qui titre donc en arabe عندما ترفع باريس شعار النفاق من الدفاع عن صحف ممول من حركة الماكلة تجاهل إرهابها. Le soir d'Algérie, dans la même logique, justice française quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie. La France vient une fois de plus de se ridiculiser en prétendant donner des leçons de justice à l'Algérie. Bien sûr, il y a eu des réactions dans les médias français, des personnalités donc politiques françaises, de Boualem Sansal, qui a été gracié récemment, dernièrement, mais aussi du président français Emmanuel Macron, par rapport donc à cette condamnation. Quelle est votre réaction quand on lit des titres comme ça de la presse nationale algérienne? Amira Boura. D'abord, ça m'attriste.
ça m'attriste pour la presse algérienne. Parce que moi, j'ai souvent défendu que ce soit le Soir d'Algérie, El Watan, qui était mis sous pression sous le régime, pas Bouteflika, mais sous le régime de Saïd Bouteflika, à qui on avait enlevé la publicité, qu'on essayait d'étouffer, et qui sont devenus aujourd'hui des courtisans et à la solde du régime actuel, alors qu'ils avaient résisté comme ils pouvaient à l'époque. J'ai mal au cœur parce que moi, j'ai une affection particulière pour le Khabar, comme j'ai une affection particulière pour le journaliste Bouakba qui vient de subir ce qu'il a subi. On a eu quand même une parenthèse d'une presse libre, une presse libre qui ne plaisait pas au régime en place, mais qui n'emprisonnait pas des journalistes, qui n'emprisonnait pas des militants. Ça me rappelle certaines déclarations quand je militais contre le régime Boutef qui était finissant et où on instrumentalisait un pauvre homme malade parce que les 2 derniers mandats de Bouteflika, il était plus là, c'était d'autres qui étaient en train de gérer à sa place. À cette époque-là, quand on s'en prenait à la presse algérienne, que ce soit à El Khabar, El Watan, le Soir d'Algérie, le défunt Liberté, où il y avait des voix libres, avec qui on pouvait être d'accord ou pas. Parce que la démocratie là-bas, c'est que je débat avec celui avec qui je ne suis pas d'accord, pour qu'on puisse fructifier justement le débat. Donc ça me fait mal de voir les médias algériens qui ont eu cette parenthèse de liberté se faire dicter des choses par la présidence, une brochette de personnes qui ne savent ni qui est Bouakba, ni comment gérer diplomatiquement un pays, et qui nous font honte, surtout nous, citoyens d'origine algérienne à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on allume la télé française, que ce soit BFM, CNews, ça parle de quoi? À chaque fois, ça parle de on a emprisonné en Algérie un tel, on ne le libère pas, le dossier est vide. Quelle image ils sont en train de renvoyer de l'Algérie. Parce que quel que soit X, même si vous êtes installé dans un pays étranger, vous restez un citoyen d'origine algérienne. Moi, je suis franco-algérienne, mais j'ai vécu toute ma vie en Algérie. J'ai milité la moitié de ma vie pour l'Algérie. Et aujourd'hui, avoir cette image-là, à chaque fois allumer la télé et entendre tout ça, et en plus, on ne peut pas. Ce que dit Rotaillot, ce que dit le président Macron, tout ça est vrai. Le journaliste, c'est un journaliste sportif qui a été jeté en prison parce que il est venu enquêter avec un visa touristique, certes. Mais pourquoi les journalistes enquêtent avec un visa touristique? Parce que les journalistes français, on ne leur donne pas de visa. Parce qu'on ne les laisse pas venir enquêter dans un autre pays. Il y a des pays beaucoup plus dictatoriaux que les nôtres où les journalistes arrivent quand même à y aller en tant que journalistes. Mais nous, en Algérie, dès que vous êtes journaliste, vous n'obtenez pas de visa pour pouvoir aller enquêter sur quoi que ce soit. C'est un journaliste sportif. Il s'est effondré en larmes parce qu'il veut rentrer chez lui. Un agent des services ne s'effondre pas en larmes. C'est une injustice. Je l'ai condamné et après, on voit que certaines voix disent, et je pense qu'elles ont raison, disent que le pouvoir algérien est en train d'instrumentaliser, ayant échoué avec Sensal, parce que le président allemand a intervenu, et donc ils ont dû le libérer. Ils essayent de se rattraper avec ce pauvre journaliste, en essayant de gagner quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement de voyou? C'est un comportement. Gagner quoi? Parce que il y a l'histoire, ici, en France, de ce qu'on a essayé de faire subir
à MRDZ. Et il se trouve que l'État algérien est impliqué. Et qu'on le veuille ou pas, quand ce sont des agents de l'ambassade d'Algérie en France qui sont impliqués d'avoir kidnappé un citoyen en France, eh ben, c'est très difficile, très très difficile de se justifier face à cela. Mais ceux qui pensent que Macron peut, avec un coup de fil aux juges français, leur dire « faites ceci ou cela », se trompent. La justice française, c'est une justice libre. C'est une justice qui n'est pas aux ordres. C'est une justice où le président ne peut absolument rien dicter. Un simple exemple. Vous pensez que le président Macron était d'accord avec l'emprisonnement de Sarkozy? Bien sûr que non. Il ne voulait pas que son confrère, entre guillemets, soit emprisonné. Mais il n'y pouvait rien. Quand la justice décide, elle décide au nom d'un peuple. Et c'est Vox Populi, Vox Dei, au nom du peuple, au nom de Dieu. Sauf que chez nous, Dieu, c'est devenu un téléphone. Un téléphone où quelqu'un de la présidence appelle le juge un tel ou un tel et lui dit non, un tel ne sortira pas. Un tel restera en prison. En attendant, on verra après. Et ça, on en parle aujourd'hui parce que c'est un journaliste français et que c'est en train de prendre de l'ampleur et les gens les plus intelligents auraient dû le libérer rapidement avant que ça ne prenne une telle ampleur. Parce que là, on est pointé du doigt en tant que pays dictatorial qui est en train d'instrumentaliser des otages pour justifier l'injustifiable. Très bien. Dans ce passage que je vais, Amira Bouraoui, ces déclarations donc, de Benjamin Stora concernant donc, cette condamnation de Christophe Glaise, le journaliste français. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Boualem Sansal sur une grâce présidentielle imminente? Pourquoi pas? Dans la mesure où, par exemple, Monseigneur Bescot, archevêque d'Alger, a rendu visite à Christophe Glaise. Et n'oublions pas également que le pape, très récemment, il y a quelques jours, a déclaré qu'il aimerait se rendre en Algérie, à Annaba, à Ipoun, ce qui est la ville de Saint-Augustin. Et donc on a par conséquent toute une série de signaux à caractère politique bien sûr et religieux qu'il ne faut absolument pas négliger dans la possibilité, disons, d'une remise en liberté des signaux d'ouverture, vous voulez dire? D'ouverture sur Christophe Glaise, pas sur la relation franco-algérienne. Mais sur Christophe Glaise. C'est pas la même chose. Ah oui. Voilà. Donc Benjamin Stora parle d'une éventuelle donc grâce, mais Macron l'a entendu dans ses déclarations, Amira Bouraoui dire j'étais extrêmement touché par cette condamnation. Est-ce que vous pensez que donc on est donc dans cette crise entre Alger et Paris qui continue parce qu'on pensait qu'il y avait un apaisement après la grâce de Boualem Sansal. Est-ce qu'on est dans la continuité de cette crise? Et vous avez parlé de l'image de l'Algérie, du pays, en France. Très rapidement, Amira Bouraoui. Pas qu'en France, l'image de l'Algérie est écorchée mondialement avec ces réactions de prendre en otage des innocents. Et encore, on ne parle pas de nos innocents. Parce que c'est vrai que Boualem Sansal, c'est le président allemand qui a bougé pour lui. Le journaliste Christophe Glaise, c'est la France. Et aujourd'hui, le Vatican qui bouge pour lui. Mais qui c'est qui bouge pour les militants algériens derrière les barreaux depuis plusieurs années? Qui c'est qui bouge? Hier, à peine, j'ai été appelée par un avocat algérien qui vit en Algérie et dont la femme et les enfants sont en France. Il n'a pas vu ses enfants depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Maître, je vais donner son nom, peut-être qu'il ne va pas apprécier, mais parfois il faut dire des vérités. Maître Saïd Zahi n'a pas pu voir ses enfants depuis 6 ans. Tous ces gens n'ont ni le président allemand, ni le pape, ni le Vatican, ni personne. Ce sont des centaines de citoyens algériens. Ils n'ont pas d'autre nationalité. Ils sont derrière les barreaux. Certains condamnés à mort.
certains condamnés à perpétuité, d'autres oubliés sans être jugés. Mon ami journaliste Abdelouakil Blam, qui n'a pas vu ses 4 enfants depuis 1 an. Tous ces gens n'ont ni le président allemand, ni le pape. Bien sûr, il va libérer Christophe Glaise. Il va finir par le libérer. Mais qui va libérer les miens? Absolument. Merci beaucoup, docteur Amira Bouraoui. Yatik Saha, question qui est légitime. Je rappelle que vous êtes médecin et militante politique. Maître Issa Rahmoun, votre réaction, on vient juste d'écouter donc le témoignage de docteur Amira Bouraoui, mais quand on lit donc ces titres, et sont notre thème ce soir, des titres donc de la presse algérienne, Maître Issa Rahmoun, justice française quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie. Bien sûr, on parle bien sûr de la condamnation du journaliste Christophe Glaise, mais on montre du doigt aussi la relation algéro-française et le système judiciaire en France. Votre réaction, Maître Issa Rahmoun? Oui, merci Nassar. Effectivement, la décision contre le journaliste Glaise, elle est scandalisante. En plus de ça, une campagne médiatique est menée tambour battant. Pour mettre ses battants dans la discussion et puis piéger cette commission d'historiens qui était installée par les 2 États, à savoir l'Algérie et la France. D'une part, donc la commission, elle est piégée. Le débat citoyen entre les 2 rives est piégé. Et quand on voit le récit et le narratif aujourd'hui qui est employé en France par l'extrême droite particulièrement, mais très vite relayé par le régime algérien et sa presse. Souvenez-vous que ces attaques en direction de la justice française étaient aussi, à un certain moment, menées par la chef de file du Rassemblement national et son président, quand il y avait la décision de l'éligibilité de Le Pen de 5 ans, une décision de justice du tribunal judiciaire qui est actuellement, qui fait office d'appel, elle qui avait accusé les juges français d'être des juges rouges. Ça nous renvoie aux années 60-70 où ces accusations étaient aussi émises à l'encontre des magistrats français. Et justement, quand on voit, étant praticien, j'ai exercé pendant 15 ans en Algérie et tout récemment au barreau de Paris, il se trouve que le fonctionnement de la justice algérienne, et surtout dans la matière pénale, qui a trait dans des affaires assez spéciales à ce qu'on appelle les affaires politiques, qu'ils soient mises en cause pour opinion ou pour des positions politiques. Et là, je parle de détenus d'opinion et de détenus politiques. Je n'arrêtais pas de dire que la justice algérienne fonctionne d'une manière verticale et d'une manière horizontale. Quand il s'agit de conflits entre citoyens lambda, la justice essaye de faire effectivement son travail. Quand il s'agit d'affaires civiles, foncières, il y a des expertises et la décision est rendue à la base d'expertises tenant compte des travaux effectués par des experts, des gens qui sont habilités à faire ce genre d'expertise. Mais elle devient verticale dès qu'on atteint des degrés plus élevés en termes de responsabilité politique, administrative et prise de décision politique. Glaise, son avocat en Algérie, mon confrère Maître Bakouri Amirouche, avait dit qu'il ne s'agit pas d'un otage. C'était des déclarations qui sont venues avant le procès. Je comprends très bien ce genre de déclaration,
pour arrondir les angles, comme on dit, et puis espérer que qu'une bonne décision soit réservée à Glaise et ne pas justement influencer le cours de la justice d'une manière politique, politiser le procès. Maintenant, il faut poser la question. Glaise, et comme disait Amir Abouraoui, je partage entièrement son avis et ses déclarations. Il est rentré en Algérie avec un visa touristique. Sachant qu'aujourd'hui, pas seulement les journalistes, mais les organisations internationales des droits humains, la dernière visite, par exemple, de CICR aux prisons algériennes date de 2001. Souvenez-vous, même des mécanismes onusiens, rapporteur spécial sur la liberté d'association et sur les défenseurs, Clément Voulet et Marie Lawler, se sont fait refuser l'accès en Algérie pendant 8 ans. 8 demandes de visite ont été refusées jusqu'à 2024 que la demande a été acceptée. Donc ça reste un pays qui est fermé, un pays qui s'est renfermé par la volonté politique, pas par l'exercice de la citoyenneté, le dialogue international citoyen. Du coup, donc, il s'est rendu avec un visa touristique. On pouvait lui opposer la loi 08-11 sur le séjour des étrangers, qui va jusqu'à un sursis ou bien une amende, parce que ce n'est pas un repris de justice, et le condamner à cette peine, ce qui va alléger sa souffrance et celle de sa famille, mais aussi de la corporation. Maintenant, je pose la question suivante. Est-ce qu'il s'agit d'une prolongation de négociations par rapport à la répression transnationale qui s'abat aujourd'hui sur les opposants, les décideurs et les dissidents et les voix discordantes qui sont de l'autre rive de la Méditerranée, au nord de la Méditerranée? Là, on se pose la question. Amir Abouraoui vient de souligner un cas. C'est pas le seul cas. C'est pas le seul cas parce que quand on voit au Parlement européen et le 23 novembre, justement, le Parlement européen a adopté cette résolution sur la répression transnationale, où dans le rapport complémentaire qui va suivre le premier récit, le premier rapport, il est question que l'Algérie sera parmi les pays qui exercent cette répression transnationale. Est-ce que ça fait honorer, est-ce que ça honore le pays, la crédibilité d'un État, le sérieux d'un fonctionnement institutionnel? Je pense que c'est non. Aujourd'hui, pour entamer le dialogue avec l'Union européenne à travers la France, ou la France à travers l'Union européenne, un discours serein, un discours d'apaisement, parce que ça aussi, ça impacte la diaspora algérienne, ça impacte tous les Algériens qui vivent en France, où aujourd'hui on voit la montée de l'algérophobie en France au niveau des politiques, de la droite, de l'extrême droite. Mais quand c'est répété, c'est relayé par les organes de presse français, ça risque d'atteindre des couches populaires et c'est pas bien pour les Algériens qui vivent en France et pour l'Algérie en général. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Jamal Ghessoum, je reviens à vous. Jamal Ghessoum, l'analyse de Maître Issa Rahmoun, mais aussi de Dr Amir Abouraoui, beaucoup d'Algériens la partagent. On s'est dit qu'après la grâce donc de Boualem Sansal, la relation algéro-française allait beaucoup plus vers l'apaisement. On a entendu les déclarations après donc du président français Emmanuel Macron, mais aussi le nouveau ministre de l'Intérieur, Nunez, qui avait dit aussi qu'il allait donc à Alger. On va l'écouter d'abord dans cette petite vidéo, Jamal Ghessoum, et je reviens à vous juste après.
qui va être déterminant, c'est les discussions techniques qui ont lieu en ce moment, qui préparent mon éventuelle visite évidemment en Algérie. J'ai été invité, j'ai répondu à mon homologue que je m'y rendrai. Donc nous sommes dans le cadre de discussions techniques. Pour ce qui me concerne, c'est surtout sur la partie sécuritaire, donc et migratoire. Est-ce que ce déplacement pourrait être retardé ? Le déplacement, il aura lieu le moment venu, quand nous aurons engagé ces premières discussions techniques, mais peut-être un peu plus tard que prévu. Peut-être un peu plus tard que prévu, mais en tout cas, la situation de Christophe Glaise sera évidemment comptée sur le gouvernement de la France, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et aussi à mon niveau sur le ministre de l'Intérieur, pour peser de tout notre poids pour obtenir sa libération. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur français, mais l'ancien ministre de l'Intérieur français aussi, avait parlé d'instrumentalisation de la France pour justifier les échecs d'un pouvoir en Algérie. On va l'écouter dans ce passage aussi. Et en fait, ils ont un bouc émissaire depuis le départ, depuis des dizaines d'années, c'est la France. Donc quand ça va mal, ils s'excusent auprès de leur peuple en disant c'est la faute à la France. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette mécanique, de cette rhétorique-là, y compris pour le peuple algérien lui-même, qui n'attend que ça. Le peuple algérien n'attend que cela. Voilà. Djemal Ghassoum, qu'est-ce que vous en pensez, donc, cette condamnation du journaliste Christophe Glaise, que je sais que vous avez suivi au détail, mais quand on voit une presse algérienne qui titre le soir d'Algérie, je cite, « Justice française contre Paris sombre dans sa propre hypocrisie ». Ça dépasse donc l'analyse journalistique, on est dans l'insulte et on est aussi dans la complication de cette relation entre Alger et Paris. Djemal Ghassoum. Je partage, je dirais, l'ensemble de l'analyse de M. Hamoun que j'ai entendue. Je dis simplement aussi à Mme Bouraoui que qualifier tel ou tel de voyou, et en l'occurrence l'État algérien, n'est pas de nature à faire avancer le débat. Ce n'est pas de cette manière, en tout cas, qu'on aborde sérieusement ces questions. Ensuite, sur la question principale qui fut la vôtre, sinon, sur le soir d'Algérie, le Khabar, je dis simplement que la justice ne se rend pas à travers des espaces médias, encore moins le soir d'Algérie et encore moins El Khabar. La justice doit pouvoir se rendre dans un prétoire, une salle d'audience. Alors, j'ai pu échanger de manière indirecte avec maître Emmanuel Daoud, avocat de Christophe Glaise, qui m'affirmait que le rapport de la police judiciaire, rapport qui a été rendu public lors de l'audience à Tizi Ouzou, et d'ailleurs, Djemal Ghassoum. Je pense qu'on a perdu Djemal Ghassoum. Nos amis de la régie, si c'est possible, donc de le rappeler. On va vous faire passer donc les déclarations du ministre, du Premier ministre français, soundbite de nos amis de la régie, Monsieur Lecornu, donc dialogue exigeant avec Alger. On l'écoute. Non seulement sur la table, mais il faut également repartir de nos intérêts plus globaux. Il n'y a pas que la question migratoire. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme, la coopération en matière de sécurité, la question de la pression terroriste qui monte au Sahel, les questions de sécurité maritime, et puis les questions économiques, parce que je crois que le moment est venu d'avoir aussi une approche beaucoup plus globale dans la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Et il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est le respect de la souveraineté de l'Algérie et donc des gouvernements algériens, quels que soient nos désaccords, on doit être capable de mener une discussion qui soit exigeante et qui protège nos intérêts. Non seulement... Voilà, donc le Premier ministre français, M. Lecornu. Je pense que Djamel est de retour. Djamel, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Très bien. Oui, je vous entends. Et donc, je disais que j'ai pu échanger avec Maître Emmanuel Daoud, avocat de Christophe Glaise de manière indirecte, et qui affirmait
que le rapport de la police judiciaire qui avait été rendu lors de l'audience à Tizi Ouzou, d'ailleurs, je précise que Maître Daoud a pu se rendre à l'audience, il a plaidé et il a plaidé en français. Et donc, il n'a eu de ce point de vue aucune difficulté. D'après, parce que je reste pragmatique sur cette question, d'après Maître Emmanuel Daoud, le rapport de la police judiciaire qui a été remis à la justice comporterait, alors j'aurais souhaité qu'il puisse être présent avec nous aujourd'hui. Malheureusement, ça n'est pas le cas, non pas par rapport à Almar El-Biya, mais par rapport à d'autres considérations. J'aurais aimé qu'il puisse le dire face caméra, parce que si il est avéré que le rapport de la police judiciaire qui indiquerait, je dis bien au conditionnel, que rien n'a été trouvé ni dans un ordinateur ni sur téléphone en lien avec l'organisation terroriste le MAC, alors dans ces cas-là, si c'est une réalité, je ne vois pas dans ces cas-là ce qu'il fait en prison. Pour autant, là où je souhaite remettre aussi en évidence, c'est que la question du visa touristique et du visa de presse a très souvent été abordée. Je l'ai abordé moi-même sur différents posts que j'ai faits. C'est que malheureusement, Christophe Glaise n'a pas pris ses garanties en tant que journaliste pour partir avec un visa de presse et être au moins couvert, pas entièrement, mais au moins avoir un cadre juridique qui puisse l'entourer. Ensuite, qu'il y aille en visa touristique et qu'il fasse un travail, d'autant plus que la JSK, c'était quand même assez sensible, puisque Christophe Glaise connaissait quand même le numéro 2 du MAC en 2017. Et donc, ce doute qu'il y a pu avoir entre le MAC et le fait qu'il vienne avec un visa touristique et qu'il interviewe la JSK Kabylie a pu mettre un doute certain auprès des autorités algériennes sur ses réelles intentions. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de cadre juridique et légal, le fait qu'il y ait ce lien indirect qui date de longtemps, hein, parce que le numéro 2 de l'organisation terroriste MAC, lui, il était à la JSK il y a quelques années, mais il n'était pas au MAC. Donc, tout cela a en tout cas entraîné une escalade qui fait que nous sommes dans la situation d'aujourd'hui. Je le dis, je le répète, s'il est avéré que le rapport de la police judiciaire ne fait aucun lien ni sur son ordinateur, ni sur son téléphone, il n'y a pas de raison à ce qu'il soit incarcéré. Il peut être condamné parce qu'il a détourné le moyen de visite en Algérie, mais pas plus que cela. S'il s'est avéré autre chose, c'est dommage que Maître Emmanuel Daoud ne soit pas là pour aujourd'hui pour en discuter, eh bien là, c'est complètement une autre affaire. Très bien. Jamel, très rapidement, Boualem Sansal avait déclaré donc qu'il sera gracié. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous. J'étais à la fois effondré et à la fois heureux. Effondré et heureux? Oui, et effondré parce qu'on n'avait pas besoin, l'État algérien n'avait pas besoin de poursuivre dans cet acharnement. Il aurait pu le condamner à 6 mois de prison. Et il sortirait aujourd'hui même. Puisqu'il avait fait ces 6 mois, donc il serait sorti Exactement, à l'issue. Voilà. Donc il y a quand même une volonté, un acharnement contre ceux qui seront supposés être, qui complotent contre l'État algérien, etc. Et voilà, mais ça ne me surprend pas. Ça m'a beaucoup touché, mais ça ne me surprend pas. Donc effondré d'abord, mais pourquoi heureux? Ben ça y est, il va sortir. Il va sortir dans 1 semaine, 2 semaines, il va être gracié. Vous voulez dire que en fait, là, c'était un processus normal pour sortir de la justice, et maintenant c'est le président qui va pouvoir le gracier, c'est ça? Maintenant, le gouvernement a tous les instruments. Ben, il peut le gracier, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand le dossier est aux mains de la justice, il y a des procédures. Jamal Ksoum, en entendant Boualem Sansal dans ce passage, il dit qu'il sera gracié donc Christophe Glaise. Et on a entendu aussi les déclarations de Emmanuel Macron qu'il était extrêmement touché. Est-ce que vous pensez qu'il sera gracié? Pourquoi le jeter, le condamner à 7 ans de prison pour un dossier que beaucoup, même donc ses avocats disent que c'est un dossier vide? Pourquoi on est arrivé à cette situation très rapidement, Jamal Ksoum? Les propos de Boualem Sansal, c'est plus accusatoire que réfléchi. Que lui tienne ses propos, c'est plus
mettre une pierre dans la chaussure qu'autre chose. Donc, j'espère que c'est une partie de cinéma, mais pas autre chose. En tout cas, l'escalade, oui, mais ce que je veux vous dire, et je vais en terminer là, c'est qu'il ne faudra pas confondre le cas de Boualem Sansal et le cas de Christophe Glaise. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il a été gracié qu'on peut tout gracier. Si vous vous disputez avec votre épouse aujourd'hui et que vous entendez demain, vous pouvez très bien vous rechamailler après-demain. Donc, ce n'est pas en soi une façon de voir la politique. On peut aujourd'hui ne pas être d'accord et demain être d'accord. Donc, ce sont deux cas séparés, mais s'il est avéré qu'il n'y a rien dans le dossier, il n'a rien à faire en prison. S'il est avéré de manière objective qu'il y a un lien avec le MAC, dans ces cas-là, 7 ans de prison, c'est vraiment ce qu'il faut. Maître Aïssa Rahmoun, si vous voulez réagir, bien sûr, je vous donne la parole. Mais quand on entend Boualem Sansal, mais aussi Benjamin Stora, qui dit qu'il sera gracié. Donc il parlait de Christophe Glaise. Pourquoi donc le condamner à 7 ans de prison et encore donc aller dans cette accentuation des relations entre Alger et Paris, ce malaise qui dure. Pourquoi, d'après vous, on est en train d'exposer l'Algérie comme ça, Maître Aïssa Rahmoun? C'est là, ça, moi, ce que j'ai retenu de l'intervention de Sigouès, que je salue au passage, mais aussi de celle de Benjamin Stora. Selon les déclarations de Maître Daoud, moi, je n'ai pas accès au dossier. Et je n'ai pas accès aussi à l'arrêt de renvoi qui était lu par le greffier à l'occasion de l'audience criminelle en deuxième instance à la cour d'appel. Mais au conditionnel, effectivement, si le rapport de la police judiciaire ont bâti tout leur narratif et tout leur enquête à la base du doute, il y a un principe sacro-saint de la procédure, qui est le doute profite au prévenu. Si le doute est au cœur d'une affaire, si le doute plane sur l'affaire, le juge de siège n'a qu'à prononcer l'acquittement, rien d'autre. Et là, donc, c'est une mauvaise interprétation de la loi. Ça fait office d'un pourvoi en cassation. Et dommage qu'en Algérie, les pourvois en cassation, ça prend beaucoup de temps, 2 ans, 3 ans. Et le prévenu, il est incarcéré pendant cette période de pourvoi en cassation. Parce que ce que je retiens des déclarations de Stora, c'est qu'il souhaite, il n'a pas dit clairement qu'une grâce sera prononcée au profit de Glaise. Par contre, il souhaite, ça reste un souhait. Et le souhait d'un homme d'histoire, justement, d'un historien qui fait partie de la commission mixte algéro-française ou franco-algérienne, sur le récit de l'histoire, sur le travail mémorial qui devait se faire, est un message pédagogique. Parce que pour un scientifique, pour un chercheur, pour un historien comme Stora, il est toujours dans cet esprit de recherche et après le premier rapport, il y a un deuxième rapport qui est censé être remis aux 2 autorités. Dans tout ça, c'est ça. Et l'État français et l'État algérien. Parce que nous avons une partie de l'histoire commune. Et cette partie de l'histoire commune, elle était bâtie avec du feu et du sang, avec de la culture, avec de la littérature, avec beaucoup de choses, des repères politiques, des repères idéologiques, un façonnement culturel. Parce que l'Algérie, elle est à la croisée de 4, elle est à l'intersection de 4 dimensions. Hein. La première dimension, c'est la dimension amazigh. Donc c'est la Numidie, c'est l'Afrique du Nord. La deuxième dimension, c'est la dimension africaine. La troisième dimension, c'est la dimension orientaliste du monde arabe.
Et la quatrième dimension, c'est la dimension euro-méditerranéenne. Et quand on dit euro-méditerranéenne, c'est l'Europe aussi. Et dans cette configuration, justement, quand on entend le Premier ministre français évoquer les questions économiques, énergétiques, commerciales, sécuritaires surtout, il obéit à cette logique de négation de l'histoire commune. La droite et l'extrême droite ne travaillent pas effectivement les intérêts des deux populations françaises et algériennes à la fois. Quand on n'a pas les moyens, on se crée les méthodes, disait Olof Palme. Quels sont les intérêts aujourd'hui du régime algérien, des autorités algériennes, du président de la République, de la société civile algérienne pour son développement? Ces regards croisés, on doit les discuter avec des historiens, des chercheurs, des pédagogues, des académiciens, des militants de la société civile, pour construire effectivement cet espace euro-méditerranéen de développement, de progrès et de respect des droits humains. Donc la question elle se pose non seulement au régime algérien, mais aussi aux autorités françaises, en termes de traitement du narratif, mais aussi des événements. Voilà. Mais quand il dit très rapidement, Maître Issa Rahmoun, on va écouter l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans ses déclarations où il a qualifié que Alger est isolé. Parce que la question, vous l'avez posée, qu'est-ce que nous gagnons donc avec cette politique? Est-ce qu'on est en train de défendre l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt du peuple algérien? On va écouter d'abord Bruno Retailleau et je reviens à vous juste après. C'est un régime, en tout cas, dictatorial, très autoritaire, mais très isolé, divisé en son sein. On l'a vu avec un des derniers directeurs généraux de la sécurité intérieure qui a dû s'exfiltrer et s'échapper assez rapidement d'ailleurs, comme c'est le cas. Et Boualem me disait que dans la prison, il y avait beaucoup de ministres. Bon. Et c'est un régime qui est très isolé. Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 octobre, c'était il y a quelques semaines simplement, devait faire un vote très important sur le Sahara occidental qui tient à cœur aussi au régime et aux Algériens. Eh bien, il n'y a pas eu une seule voix pour l'Algérie. La Chine et la Russie se sont abstenus, ce qui montre bien cet isolement. Et un régime qui s'isole, un régime qui est divisé, est un régime qui se durcit. Voilà, donc je vais commencer avec Jamel Ghessoum et je vous donnerai le mot de la fin, Maître Issa Rahmoun. Jamel Ghessoum, quand on entend Bruno Retailleau dans ce passage, on peut dire qu'il est en train de faire de la politique, d'instrumentaliser le dossier algérien, mais la question qu'on se pose autant qu'Algérien, pourquoi on est arrivé à cette situation? On est en train de ternir l'image de l'Algérie, on est en train d'exposer les Algériens qui sont en France, ceux qui ont la double nationalité comme vous, Jamel Ghessoum. Pourquoi, d'après vous, on est arrivé à cette situation? Pourquoi on continue donc d'exposer notre pays à l'international, mais aussi à l'intérieur? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de se mettre dans cette situation? Jamel Ghessoum. Rapidement, oui, je suis né en France, donc je connais en plus très bien la politique française. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le curseur n'est pas à l'endroit où il devrait être. C'est-à-dire que tout le monde imagine dans l'imaginaire collectif que l'Algérie est actrice dans les attaques, dans les réponses. Or, l'Algérie ne fait que répondre à des attaques successives depuis juillet 2024. Elle ne fait que répondre. Mais par contre, dans l'imaginaire collectif, tout le monde ne retient que les réponses de l'Algérie comme s'il s'agissait d'attaques. Et donc, il ne faudrait pas inverser les choses. Ensuite, très rapidement, j'aimerais dire à Maître Issa Rahmoun que lorsque, dans le narratif, cher Maître, vous avez utilisé le mot narratif, vous avez qualifié la même phrase, régime algérien et autorité française. C'était dans votre même phrase où on voit déjà très bien comment est-ce que est votre narratif, si je puis me permettre. Je terminerai aussi par vous dire, Maître Rahmoun, que dans le rapport de police, ça n'est pas que le rapport de police sur Christophe Glaise serait, il y aurait des erreurs ou des ajouts. Non. Selon Maître Daoud, l'avocat français, le rapport de police est vide.
selon lui. Et donc, moi je dis, et je le répète, si le rapport de police est vide, si rien n'a été retiré, je ne dirais pas comme vous, Maître Rahmoun, s'il y a un doute, il profite à l'accusé. Non, s'il n'y a pas d'éléments de preuve à charge, il faut arrêter le procès et l'acquitter. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas une question d'ordre idéologique ou politique. Et il s'agit d'une question de justice. Et je terminerai juste par dire que il y a des phrases célèbres dans le monde. Vous savez, moi qui ai travaillé en prison des années, j'ai souvent entendu dire que pour qualifier un pays, qualifier son État, il faut voir comment est-ce que l'État traite ses prisonniers et traite ses fous. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et donc, si on prend ces deux considérations, évidemment, et je le dis d'ici d'Algérie, il y a de quoi faire en Algérie. Il y a beaucoup de travail en matière de justice. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question. Merci beaucoup. Si il était en lien avec le MAC, c'est terminé. Si il n'y a pas de preuve, il doit être libéré. C'est pas seulement la justice des hommes qui le dit, c'est la justice de Dieu. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Merci à vous. Maître Issa Rahmoun, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Comment on est arrivé à cette situation? Bruno Retailleau parle de l'isolement de l'Algérie à l'échelle internationale. Votre réaction? Avant la réaction, c'est Nasser. Oui, j'en disconviens pas avec mon ami Jamal. Pourquoi? Parce que j'ai entendu doute. J'ai pas consulté le dossier, donc j'ai entendu le mot doute qui était au cœur de l'instruction ou bien du rapport de la police judiciaire. Effectivement, en tant que juriste, fier et têtu, comme on dit, je vais réagir sur ce point, que le doute profite au prévenu, à l'accusé, dans toutes circonstances. Et après, donc, quand le dossier est vide, effectivement, c'est l'acquittement, elle s'impose. En termes de narratif, effectivement, quand je parle d'autorité française et de régime algérien, c'est des mots qui sont très bien choisis, qui sont réfléchis et délibérés. On n'a pas de séparation de pouvoir en Algérie. Ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif, ni encore moins le judiciaire n'obéissent à ces lois structurelles et constitutionnelles qui font d'eux des pouvoirs ou une autorité judiciaire. C'est pour cela que je parle de régime, parce que les décisions se passent ailleurs, en dehors de tous les pouvoirs. Quant à Retailleau, sa déclaration, l'ancien ministre de l'Intérieur français, que le régime algérien s'isole, effectivement, force est de constater aujourd'hui que que l'Algérie s'isole davantage. Rappelez-vous de l'épisode des BRICS. Rappelez-vous des négociations menées à Sharm el-Sheikh sur l'avenir, la reconstruction et les forces déployées à Gaza, de tous les événements qui ont secoué notre région, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, le MENA, ce que l'opinion internationale appelle le MENA, le Moyen-Orient et le Maghreb. Et dans tous ces débats, où est la place de l'Algérie? Où est la diplomatie algérienne qui était très forte durant les années 50, 60 et 70? Même durant la Révolution, la diplomatie algérienne avait son mot à dire. Et aujourd'hui, force est de constater que le seul allié de l'Algérie, au niveau de la région, demeure la Tunisie dictatoriale sous le règne de Kais Saïd, avec la main cachée de l'Italie, un pouvoir de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, qu'on n'attaque pas que le régime algérien, qui attaque l'extrême droite française, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est l'allié, des autres extrêmes droites de par le monde. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Merci, désolé. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc mes invités, Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Merci à vous. Merci à Jamal Gessoum, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Merci à Dr Amira Bouraoui, qui était avec nous. La première partie de cette émission, médecin et militante politique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Qawa ala khair.